Après une saison abondante, ce devrait être la joie chez ces producteurs d'oignons de la vallée du fleuve Sénégal. Malheureusement, ils peinent à écouler leur production concurrencée par l'oignon importé en dépit de la mesure de gel déjà en vigueur. Les producteurs, on a un monde catastrophique. Ils ont produit, les rendements sont énormes, mais aujourd'hui ils ont un problème de commercialisation. Et cela les empêche d'honorer leur engagement devant les banques. L'oignon qu'on disait qu'on l'a arrêté depuis le mois de février, nous avons trouvé que tel n'est pas le cas. Jusqu'à présent, l'oignon importé continue de saturer sur le marché. Nous avons beaucoup produit et on a produit encore de qualité, mais le problème reste entier pour la commercialisation. Vous le voyez de visu, il y a de l'oignon partout dans les champs et il y a la chaleur qui fait plus de 45 degrés à l'ombre. Donc on n'a pas encore des espaces là où on doit stocker les oignons. L'ARM a construit un magasin de 500 tonnes. Qu'est-ce que ça peut représenter au niveau de la superficie qu'on a emblavée? Et encore, on n'a pas produit pour stocker. Ce ne sont pas seulement les producteurs d'oignons qui sont confrontés à un problème de commercialisation de leurs produits. La compagnie sucrière sénégalaise est également dans la même situation à cause du sucre importé qui menace des milliers d'emplois. Le gouvernement est invité à agir. Il est inadmissible que l'on puisse tuer les producteurs locaux. Parce que si on importe donc de l'oignon et que l'oignon local reste invendu, donc c'est des milliers de pères de famille, c'est des milliers de paysans qui ont des problèmes. C'est le même cas pour la tomate, c'est le même cas pour le sucre. Aujourd'hui, ils importent du sucre et les travailleurs risquent donc de voir leur emploi remis en cause. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est inadmissible qu'on puisse laisser un groupuscule s'accaparer vraiment donc d'un marché à la place de millions de Sénégalais qui sont dans une situation qui est remise en cause tout simplement parce qu'il y a 2-3 personnes qui importent donc des produits et qui remettent en cause vraiment tout ce qui est équilibre national. L'UNACOIS, Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, mise en cause dans cette affaire, se défend. Depuis 1972 jusqu'à 1994, la CSS a le monopole total sur le sucre. C'est à partir de 1994 que le gouvernement s'est rendu compte que la CSS ne pourrait pas satisfaire la population sénégalaise. Donc on a libéralisé avec une loi. C'est la loi qui a libéralisé donc de l'importation du sucre et de certains produits. Maintenant, chaque commerçant qui peut donc importer peut importer le sucre. Maintenant, ce qui s'est passé tout récemment, c'est que c'est le gouvernement qui nous a donné l'autorisation d'aller importer le sucre. On a importé le sucre plus de 14 000 tonnes, 15 000 tonnes. Et ça, c'est considéré avec la CSS qui a produit sa production et qui a vendu sa production, qui est elle-même partie importer 50 000 tonnes d'après le ministère du Commerce. Maintenant, ils ont vendu 8 000 tonnes, qui lui est resté de 42 000 tonnes, qui est considéré avec les 15 000 tonnes de commerçants. Là, ils ont peur. La CSS a eu peur, elle a crié sur le gouvernement et le gouvernement a bloqué notre sucre. On a dit, c'est pas normal. Nous, on est des importateurs, on est des commerçants. D'accord, nous défendons la CSS parce que c'est une entreprise, c'est de l'industrie. Parce que qui connaît l'INACOIS, la signification de l'INACOIS, c'est Union nationale des commerçants industriels. Pour sauver les milliers d'emplois de la compagnie sucrière sénégalaise, le gouvernement, dans un premier temps, a décidé de bloquer quelques 15 000 tonnes de sucre importé par l'UNACOIS avant de céder à la pression de l'organisation commerçante. On n'a pas fait de chantage parce que n'oubliez pas que nous, on est partenaire avec le gouvernement. Donc c'est le président Macky Sall lui-même qui s'est déplacé jusqu'à notre siège pour nous demander ce partenariat qu'on a accepté avec fierté, que nous respectons. Donc nous, on ne fera jamais du chantage. Il n'y a pas de chantage, c'est la réalité. On a amené notre sucre, on les a bloqués là-bas, on paye nos droits de magasinage, on paye beaucoup de frais. Et il y avait même des commerçants qui ont même payé la douane, tout. Et là, on a bloqué, on a trouvé que ce n'est pas logique. C'était pas logique, on a essayé de négocier ça au niveau du ministère du Commerce, ça n'a pas marché. Et maintenant, bon, voilà, on a fait notre conférence de presse. Il y a un problème sérieux de régulation. Parce que ce qui s'est passé, c'est que si vous dites, dans 3 mois, je vais fermer les frontières, mais que quelqu'un donne des autorisations pour une consommation intérieure de 6 mois, donc votre dispositif de fermeture temporaire ne marchera plus parce que tout simplement ils ont inondé le marché. Et c'est ce qui s'est passé avec le sucre, c'est ce qui s'est passé avec l'oignon. Donc il faut que le ministère quand même fasse le travail de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus organisée. Avec l'oignon, on le fait. Et l'oignon, c'est l'INACOIS même qui a proposé et qui a dit à ses membres, si on importe les 6 mois, on laisse les 6 mois, on bloque les 6 mois, que personne n'aille importer les 6 mois pour que les agriculteurs puissent écouler leurs oignons. Ça, c'est la décision même de l'INACOIS.
Les producteurs locaux, soutenus par les organisations de défense des consommateurs, s'en prennent aux importateurs qu'ils considèrent comme des lobbies et invitent le gouvernement à réglementer le secteur. C'est des lobbies. Je pense qu'aujourd'hui, regardez une chose très simple. 2 ou 3 commerçants peuvent importer la totalité du sucre dont on a besoin au Sénégal. Ils peuvent importer la totalité du riz dont on a besoin au Sénégal. Ils peuvent importer la totalité du sucre, de l'huile dont on a besoin au Sénégal. À ce moment-là, tous nos paysans, tous nos producteurs vont rester les bras croisés. Ça va faire combien de milliards de perdus pour combien de milliers de personnes? Et donc, à ce moment-là, ça va rentrer dans les poches de 2-3 personnes. Et c'est la raison pour laquelle aucun pays organisé, aucun pays responsable ne peut laisser un pays vraiment à la merci donc, de groupuscules, quels qu'ils soient. Tant qu'on n'abrogera pas, on n'a pas abrogé la loi, on va continuer à importer. Parce que c'est notre métier. Nous sommes dans l'INACOA, il y a des importateurs, il y a des grossistes, il y a des commerçants, je vous dis, il y a des détaillants. C'est notre métier. C'est la loi qui est là, donc qui a autorisé, qui a libéralisé donc, le commerce depuis 1994. Et le nouveau gouvernement nous a donné aussi l'autorisation d'aller importer. On va importer, on va continuer à vendre et pour l'intérêt des populations. Les importateurs, ils ne sont que 5 dans ce pays-là. Et ils sont à détriment des milliers de personnes. Parce que ces 5 personnes tuent plus de des millions de personnes. L'oignon, le sucre, la tomate, entre autres, sont produits chaque année en abondance au Sénégal, mais ils restent parfois en souffrance faute de commercialisation, une commercialisation plombée par les produits importés qui inondent le marché. Vivement la réglementation. Monsieur Ibrahim Hassen, chargé des questions économiques du PIT, et Monsieur Birahim Gueye, qui est professeur agrégé en sciences de gestion, peuvent se préparer. Mais d'abord, Monsieur le ministre, une petite question. 5 personnes qui tuent des millions de personnes. Est-ce qu'il s'agit bien de cela quand on parle aujourd'hui de l'importation du sucre, de l'oignon, de la tomate? Non, c'est exagéré. Vous savez, la liberté... Vous êtes conscient qu'il y a des lobbies en tant que gouvernant? Oui, non, la liberté d'importer, la liberté de commercer, c'est une liberté quand même, c'est une loi. Je veux dire, tout commerçant peut faire le commerce. Mais la volonté du gouvernement également de protéger l'industrie locale et nationale, c'est aussi un acte de souveraineté que le gouvernement assume. Donc les deux vont ensemble. Évidemment, il arrive qu'il y ait des contradictions entre ces deux groupes-là, comme ça se fait dans toutes les économies. Mais il est important de comprendre que le pari du gouvernement, c'est de favoriser la production nationale. Que ce soit le sucre, que ce soit l'huile, que ce soit le lait, que ce soit tous ces produits-là. Et évidemment, nous avons un grand défi, nous avons un grand retard et nous sommes en train de travailler sur ça. Et donc pour nous, ces deux activités-là ne sont pas des activités opposées. Parce que c'est lui qui produit, mais il a besoin du commerçant pour vendre. Malheureusement, au Sénégal, il y a eu des tensions liées à l'histoire, liées à un certain nombre de facteurs. Mais le gouvernement a mis en place un dispositif de régulation qui permet justement d'allier ces deux-là. Permettre aux commerçants de commercer tout en respectant la loi et également en respectant aussi le système de régulation instauré par le gouvernement pour protéger l'industrie nationale. Très bien. Ibrahim Hassen. Je vous remercie, Mamoudou Ibra. Moi, je voudrais juste demander à M. le ministre de m'éclairer véritablement sur 2 points. Premièrement, quelle est vraiment la quantité de sucre consommée par an par les Sénégalais? Parce que vous dites des fois 150, 180 000 tonnes, d'autres disent 140 000 tonnes. Il y a un cafouillage là-dedans. Or, il est impératif pour qu'on puisse réguler la production et la commercialisation de cette denrée dans ce pays, d'avoir le cœur net sur la consommation. Quelle est véritablement la consommation? Pourquoi je m'interroge là-dessus? Parce que si on voit les chiffres officiels du gouvernement du Sénégal, que l'on retrouve dans la balance commerciale, nous nous rendons compte qu'en 2011, au Sénégal, on a importé 138 000 tonnes, 138 231 tonnes de sucre. Et on nous dit, non, on a importé 50 000, on a importé 60 000, mais les chiffres officiels du gouvernement du Sénégal, qu'on trouve dans la balance commerciale du Sénégal, importation du sucre en 2011, c'est 138 231 tonnes. En 2012, c'est 129 000 tonnes, 464. Si vous prenez ces importations,
vous y ajoutez la production locale de la compagnie sucrière. Qu'est-ce qu'on a? En 2011, la compagnie sucrière a produit 87 900 tonnes. Et ça, vous le trouvez officiellement dans les statistiques de l'industrie du Sénégal. Et cette production, si vous l'ajoutez avec l'importation, vous avez en 2011 226 000 tonnes, 131 d'offres. Très bien. Il va répondre à votre question. Et on dit que la consommation est de 150 000. Et de 140 000. 140. Or, je vous dis, je demande une chose. Très bien. Non, ça c'est la première question. C'est ça. La Oui, deuxième on va question. vous redonner la parole, le temps juste qu'il réponde à la première. Ok, Très bien, parce que- je vous le promets. Monsieur le ministre, Oui, dites-nous, c'est combien exactement? Oui, les chiffres de la consommation sont estimés à 150 000 tonnes. Je viens de pourquoi c'est estimé à 150 000 tonnes pour la consommation et après 30 000 tonnes pour l'industrie. Mais n'oubliez pas qu'il y a de la fraude qui est également estimée autour de 30 à 40 000 tonnes. Il y a de la fraude sur le sucre qui existe. Donc quand vous avez une fraude, Mais ça, fraude par définition, c'est elle n'est quand pas- même un aveu. Un État Ouais, non, ne mais- peut pas dire il y a la fraude. Oui, mais c'est grave, ça tue l'économie. Mais Mamoudou Ibra, Ouais. aujourd'hui, il y a la contrefaçon sur le sucre, il y a la contrefaçon sur le chocolat, il y a la fraude. C'est une réalité qui est là. C'est Je pense pas que pour ça, rien c'est- que vous êtes un État. Oui, justement. Mais vous avez la délinquance, hein, l'État pourtant L'État, est là. c'est vous et moi. Oui, hein. oui, je veux dire. Un État non, sérieux il doit faut- lutter contre la Tout fraude à fait, parce que ça Mamoudou tue Ibra. l'économie. Nous nous organisons, vous savez, il y a aussi la traque des biens mal acquis. Hein. Donc je veux dire, il y a des dysfonctionnements que nous reconnaissons et donc il y a une fraude sur le sucre, c'est une réalité. Alors, quand vous combinez ces éléments-là, ça fait que effectivement, la précision sur les chiffres, voilà. Mais 150 000 tonnes pour la consommation nationale, c'est quelque chose de très raisonnable. Et pendant le mois de Ramadan, c'est un mois qui est fluctuant. On peut aller jusqu'à 20 000 tonnes de consommation pour le mois de Ramadan. De plus, 20 voilà, 20 000 supplémentaires. voilà, 20 000 pendant le mois. Alors que la Et consommation il mensuelle... n'y a pas de souci pour le Ramadan, le marché J'ai dit sera tout à bien l'heure que nous avons un stock approvisionné. de 65 000 tonnes de sucre. Le Sénégal consomme entre 15 000 et 20 000. Donc, le sucre est là. Et d'ailleurs, les chiffres, ce matin, avant de venir à votre émission, j'ai demandé qu'on me donne le stock de sucre dans toutes les régions du Sénégal. À Dakar, aujourd'hui, il y a plus de 500 tonnes de sucre dans les marchés de Dakar. Et donc, toutes les régions du Sénégal, aujourd'hui, sont approvisionnées. Et nous avons donné instruction à la compagnie sucrière de veiller à ce que tous leurs grossistes qui sont dans chacune des régions, et c'est un comité qui est supervisé par le gouverneur de région, que chacun de ces grossistes puisse disposer du sucre pendant le Ramadan, parce que le Sénégal ne peut pas se permettre d'avoir une rupture de stock pendant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est une question qui est suivie. Oui. Et c'est pour moi, d'ailleurs, l'occasion, juste un mot, oui. Mais de remercier nos partenaires. Vous savez, l'UNACOA, ils l'ont dit tout à l'heure, ce sont des partenaires de gouvernement. La compagnie sucrière également, qui est aussi un acteur économique majeur, qui verse des taxes, qui emploie des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc, ce sont des acteurs et le gouvernement n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Le gouvernement est là pour préserver l'économie nationale et ils sont des acteurs importants de cette économie et naturellement, ils jouent leur partition en respectant les lois et l'intérêt national. Monsieur Sen, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse et quelle est la deuxième question? La réponse me laisse pas droit. Pourquoi? Parce que quand même, je ne crois pas que dans les chiffres officiels des importations du Sénégal, les 30 000 tonnes de fraude sont incorporées là-dedans. Absolument pas. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Elle n'est pas connue. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Ma question est de savoir comment se fait-il pour un pays qui consomme environ 50 000 tonnes, on y produit environ 90 000 tonnes et on permet d'importer plus de 100 000 tonnes. Okay. Voilà. Enchaînez avec votre deuxième question. Voilà. Et il va reprendre la parole tout à l'heure. Ma deuxième question. Oui. Et pourquoi ne continuer à autoriser l'industriel d'importer du sucre? L'industriel a eu plus de 40 ans pour satisfaire la production. Et la pression que le gouvernement devrait faire sur l'industriel, c'est de l'interdire, l'importation. Et en ce moment-là, il sera mis en compétition avec d'autres qui vont importer juste le GAP. Et le gouvernement doit veiller à ce qu'aucun commerçant n'importe plus que le GAP. Et en ce moment-là, la compétition sucrière aura un stimulus pour l'obliger à produire. Très bien. Parce que permettre à un industriel d'importer plutôt que de produire, ce n'est plus faire de la question est claire. Voilà. Réponse claire, attendue de oui. Monsieur le ministre. Oui, absolument. Ce que Ibrahim Sen dit. Interdire à l'industriel, autrement dit la compagnie sucrière sénégalaise, d'importer du sucre. Oui, je vais revenir sur la compagnie. Mais ce que Ibrahim Sen a dit tout à l'heure, c'est comme première question. Mais moi, j'ai fait une conférence publique, à l'Assemblée même, quand il s'agit de la question sur l'oignon. Et il y a eu des dysfonctionnements dans le système de régulation qui a été mis en place, qui a fait que nous avons importé 143 000 tonnes en 2012. Donc c'est public, c'est connu, le gouvernement l'a dit, et nous avons ces dispositions que nous avons prises de limiter la durée de vie des DIP à des demandes d'importation à 2 mois, mais
est consécutif justement à ce dysfonctionnement que nous avons constaté. Au-delà du constat du dysfonctionnement, est-ce que vous avez des éléments mais vous expliquant ce qui s'est passé, parce que c'est très grave? Non. Oui, mais Mahmoud Ibrahim, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une autorisation au mois d'octobre pour importer avant la fin de l'année décembre. Vous attendez que le cours baisse. Et au moment de la baisse du cours, ça coïncide à la période de production nationale. Et vous importez. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là a une demande d'autorisation d'importer. Mais malheureusement, il l'a fait au mauvais moment. C'est au moment où nous devons mettre en place un dispositif de régulation. C'était ça la réalité qui était là. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est qu'en le limitant à 2 mois, mais également en le surveillant à partir des périodes de production nationale, ça nous permet justement à ce qu'il n'y ait plus de coïncidence entre les importations et la production nationale. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le même dispositif aussi bien sur le sucre, sur l'oignon et sur la tomate. Il faut éviter simplement que les demandes d'importation arrivent au mauvais moment. Mais l'importation naturellement. Alors la deuxième question concerne la compagnie sucrière. Effectivement, l'année dernière, la compagnie sucrière, les commerçants importaient. Mais l'année prochaine, l'importation de sucre sera seulement réservée aux commerçants. Aujourd'hui, la compagnie sucrière a engagé un programme d'investissement de plus de 120 milliards pour atteindre l'autosuffisance en sucre dans 3 ans. Je souhaite, et vraiment nous allons tout faire, en tout cas, pour qu'ils atteignent. Parce que... Et pendant ces 3 ans, naturellement, les commerçants vont importer 60 à 75 000 tonnes. Ça, c'est la volonté du chef de l'État, c'est la décision du Premier ministre et c'est la décision du gouvernement d'aller justement vers l'importation. Et cette importation-là aussi sera régulée. Les commerçants aussi, il faut qu'ils sachent qu'ils ne feront pas n'importe quoi non plus. Ça sera régulé selon les règles et pendant la période de production, on va arrêter les importations. Et quand le stock national de 80 à 90 000 tonnes de la compagnie sucrière sera achevé, naturellement, nous allons ouvrir les frontières. Monsieur Birahim Gueye, on vous donnera tout à l'heure la parole, mais c'est juste pour redonner la parole à Bachir Sall de la compagnie sucrière sénégalaise. Ça vous va, ce que vient de dire monsieur le ministre? Je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que si la compagnie sucrière sénégalaise n'a pas aujourd'hui atteint l'autosuffisance, ce n'est pas de sa responsabilité. Un peu moins de 100 milliards ont été investis. Aujourd'hui, techniquement parlant, en parlant de moulins, en parlant d'énergie, en parlant de chaudières ou autres, nous sommes dans les conditions pour produire plus que le Sénégal a besoin pour consommer. Nous butons sur une question des terres. Des terres? Les terres relèvent du domaine national. Et je vais profiter aussi pour dire à M. Sen, que je respecte beaucoup et que j'admire aussi, que nous avons parlé de droit. La CSS ne cherche pas à importer. Mais si on parle de droit, au nom de quoi les uns auraient l'autorisation d'importer et pas les autres? Nous sommes tous des Sénégalais. Ce qui est important aujourd'hui, nous ne développerons pas ce pays, Mamoudou, en important. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que sur 2013, la CSS n'a pas importé un seul kilo de sucre. Donc, qu'on ne nous dise pas, parce que j'ai vu à travers les reportages que la CSS avait importé. Sur 2013, nous avons les statistiques de l'État, nous n'avons pas importé un seul kilo de sucre. Ce qui s'est passé, c'est effectivement les commerçants ont eu des DIPA, comme le disait M. le ministre, ils l'ont gardé, ils ont guetté le moment favorable pour spéculer. C'est ça la réalité. Je vous remercie. Monsieur le ministre, en tout cas, la CSS attend de vous des terres. Vous allez mettre ça à leur disposition. Ils avaient besoin à peu près de 2500 hectares. Et je crois que ma collègue chargée de la décentralisation, elle est à la compagnie sucrière et cette question est en voie d'être réglée. Mais j'ajoute quand même que... On n'a pas pris des terres de paysans pour... naturellement, c'est toujours une discussion. Vous savez, les questions foncières sont des questions sensibles. Mais j'ajoute quand même sur la question... Il faut les aborder. Vous ne l'évacuez pas. Oui, non, je ne l'évacue pas. Mais je voulais juste un mot sur l'importation de sucre, parce qu'il y a quelque chose de très important quand même qui incombe et que les commerçants doivent réfléchir sur la question. Parce que l'importation de sucre, il ne faut pas que ça soit seulement fait quand le cours est favorable. Parce que le Sénégal ne peut pas s'exonérer d'avoir du sucre pour sa consommation. Ouvrir, oui, mais à condition également que ceux à qui on va donner les autorisations, qu'ils le fassent. Quelque part, quoi qu'il arrive. Et je crois que quelque part, il faut quand même rendre hommage à la compagnie sucrière qui importe, quel que soit le niveau du cours. Et c'est cet engagement également que nous allons demander, si la décision, le gouvernement prend aujourd'hui la décision de dire à la compagnie sucrière se concentre sur son programme d'investissement pour atteindre l'autosuffisance dans 3 ans, il faudrait que ceux qui vont importer les 60 000 à 75 000 tonnes, qu'ils puissent approvisionner le marché, quelle que soit
Mais ça, c'est des discussions également qu'il faudra engager à leur sein pour savoir que l'importation de sucre, le cours n'est pas toujours un cours favorable. Et qu'il arrive également que ces éléments-là augmentent. Quelles sont les terres, 2500 hectares que vous allez prendre? Vous allez prendre où? Non, c'est une question. Parce que vous savez, moi je suis président du conseil rural. Vous savez que les terres, ce n'est pas l'État qui les donne. Ce sont les collectivités locales qui cèdent les terres. Et ça, c'est une discussion que l'entreprise doit faire avec les collectivités locales, avec les populations détentrices de ces terres. Naturellement, vous savez, les populations, c'est comme les commerçants ou les industriels, hein, ils regardent également l'intérêt d'une proposition. S'ils voient dans l'acquisition de ces 2500 hectares un accompagnement sur le plan du développement, naturellement, ça se fera. Mais je crois que cette question est en voie d'être réglée, parce que ces 2500 hectares, je crois, pour pouvoir atteindre l'autosuffisance du Sénégal en sucre, je crois que la compagnie sucrière a pris les dispositions avec, je crois que c'est la collectivité locale de Mban, avec laquelle il est en train de discuter. Justement, Mban, ça nous rappelle quand même... Oui, mais je pense que c'est des décisions politiques. C'est des discussions des terres qui ont été arrachées et confiées à d'autres. L'État ne donne pas de terres, ce sont les collectivités locales qui sont détenteurs des terres, et naturellement, détenteurs des terres, il faut simplement que les industriels engagent ces débats-là. Il faut le faire de manière publique, ouverte, mais également en privilégiant l'intérêt des populations locales. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. La parole à Monsieur Birahim Gueye, agrégé en sciences de gestion, et nos deux confrères, Mandiaye Thioban de Nouvel Horizon et Baye Damouad de Réussir, peuvent se préparer et s'installer sur leur chaise déjà, le temps que Monsieur Gueye interpelle Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Mamadou. D'abord, je voudrais faire un constat des débats qui ont eu lieu entre les commerçants et le ministre, mais aussi entre les commerçants et la compagnie sucrière. Le constat que j'ai fait, c'est qu'on est sur une vision passive du commerce. Et cette vision, aujourd'hui, à mon avis, considère le commerçant comme cet intermédiaire qui capte la valeur créée, sans participer fondamentalement à la création de cette valeur. Et à partir de ce moment-là, ça crée des situations de conflit et de tension. Et j'ai l'impression que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Sénégal. Et je pense qu'il faut dépasser cette focalisation sur les fonctions transactionnelles du commerce et arriver à faire jouer au commerce au Sénégal son véritable rôle. Ce rôle, c'est quoi? C'est un rôle sociétal, création de l'emploi. C'est un rôle sociétal en matière de traçabilité des produits que nous consommons. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas sûr de la qualité du riz que nous consommons. Il est important à un moment donné qu'on arrive à faire jouer aux commerçants ce rôle de veille, ce rôle qui permet d'avoir cette traçabilité-là. Il est aussi important, à mon avis, de faire jouer aux commerçants un rôle très important et qui permettrait, à mon sens, de résoudre le problème que nous avons aujourd'hui, à savoir un rôle de pilote des filières. Aujourd'hui, on a la filière riz, on en a beaucoup débattu tout à l'heure, la filière oignon, la filière sucre. Et à mon avis, il faudrait qu'on arrive à imaginer des mécanismes de gouvernance. Le ministre a parlé du comité de pilotage du prix riz, du prix sur le riz, qui est peut-être une bonne initiative, mais je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à avoir des mécanismes de gouvernance qui permettraient de faire jouer aux commerçants leur véritable rôle. Et donc je souligne, pour me résumer à ce niveau-là, qu'il est important qu'on ne voit plus les commerçants juste comme des gens qui captent une valeur dont ils ne participent pas à créer. Il est important qu'on les voit comme de véritables Sénégalais. Le débat sur le sucre a posé un problème important. On parle de protéger la CSS, qui est une entreprise importante. Oui, mais il est aussi important, à mon sens, de veiller sur l'intérêt des commerçants qui emploient des gens, qui emploient des Sénégalais et qui contribuent fortement au développement de ce pays. Donc, il est important qu'on réfléchisse, à mon sens, sur les mécanismes de gouvernance qu'il faudrait avoir. Ce qui m'amène à poser peut-être 3 questions au ministre de manière très rapide. D'abord, est-ce que vous avez envisagé au niveau du ministère des actions qui permettront de moderniser le commerce, de le faire jouer le véritable rôle? Aujourd'hui, on constate que il y a beaucoup de commerçants indépendants et cela ne permet pas de garantir cette traçabilité dont je parlais, cela ne permet pas de garantir la sécurité des prix, cela ne permet pas de faire jouer aux commerçants ce rôle de pilote des secteurs. Très bien. Modernisation du commerce, il répond, on vous redonne la parole. Monsieur le ministre. Oui, ce chantier est en cours. Hein. Vous savez, la question de ce que les experts appellent l'urbanisme commercial, qui permet justement d'intégrer le commerce dans l'environnement même de la vie et de le faire participer activement
aux différents acteurs, différentes activités de la vie. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il faut que cesse le caractère banabana. Voilà, c'est un chantier. Parce que vous savez, vous avez parlé du commerce, mais l'aménagement même du commerçant avec les habitations, vous savez, c'est une question qui se pose. Mais je dois quand même dire qu'il y a des commerçants qui sont bien reconvertis dans l'industrie. Aujourd'hui, nous avons dans le secteur de la tomate d'anciens commerçants qui ont mis en place une industrie et qui leur permet d'acheter de la tomate, de la transformer et aujourd'hui de mettre sur la... Donc, la remontée des filières, c'est-à-dire partir de la production jusqu'à la transformation, jusqu'à être commerçant, il y a des acteurs aujourd'hui qui sont sur ce terrain-là. Et là, ça repose la question, Mamadou Ibra, de l'initiative privée. Nous pensons qu'il y a un gros chantier d'appel. Parce que les Sénégalais, oui, nous sommes de bons commerçants. C'est 2500 milliards quand même qui sont importés chaque année au Sénégal. Mais si nous pouvions y ajouter de bons entrepreneurs et de bonnes industries, ça nous aurait permis vraiment d'inverser cette tendance parce que c'est 2500 milliards que nous mettons dans d'autres pays, que nous pouvons injecter dans le... Bon, évidemment, on ne pourra pas du jour au lendemain éliminer l'ensemble des importations. Mais nous avons ciblé des filières très précises sur lesquelles le Sénégal a de la valeur, a une compétitivité réelle. Je vous donne quelques exemples. Vous prenez l'anacarde. Le Sénégal produit chaque année 60 000 tonnes d'anacarde, mais aujourd'hui, la Gambie est plus avancée que le Sénégal dans la commercialisation internationale de l'anacarde, parce qu'il y a un problème d'organisation. Vous prenez la mangue. Nous avons plus de 118 000 tonnes de mangue produites, nous n'exportons que 8 500 tonnes. Et le Sénégal importe aujourd'hui des jus de mangue. Ce n'est pas acceptable. Et je peux en citer comme ça. Peut-être que ce n'est pas pour rien que Senghor nous enseignait l'organisation et la méthode. Donc, vous redonne la parole parce qu'on doit aller très vite. Monsieur Gueye, une autre question pour le ministre. La deuxième question part aussi du constat que le ministre a bien défendu son manteau de ministre de l'Industrie. Et finalement, je suis tenté de me demander, est-ce qu'il n'y a pas un conflit qui peut exister avec la coexistence de ces deux ministères, ministre du Commerce et ministre de l'Industrie. Et la dernière question, c'est, on parle de commerce aujourd'hui, mais on n'oublie pas qu'il y a Internet. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a une forte pénétration de l'Internet dans les foyers. Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir le e-commerce? Très bonne question. Le e-commerce me rappelle une vie antérieure mais, vous n'avez pas terminé la phrase. Entre l'industrie et le commerce, non, entre l'industrie et le commerce, effectivement, il peut arriver qu'il y ait des conflits. Mais en réalité, c'est une continuité. Il faut d'abord produire. Il faut beaucoup produire. Moi, je crois que cette question-là doit être vraiment une question acceptée par tout le monde. Il faut produire, il faut transformer. Vous savez, nous avons organisé récemment avec l'ADPME un grand séminaire qui a réuni des milliers de jeunes au Grand Théâtre pour échanger sur les technologies accessibles pour la transformation. Avec les technologies indiennes, il y en a en Chine, mais on l'avait fait avec les technologies indiennes. Mais nous avons des unités, Mamadou Ibra, qui fabriquent les chaussettes que nous portons. C'est des unités de moins de 6 millions, c'est-à-dire que ces unités-là coûtent moins cher que le prix d'un visa pour aller en Espagne. Pour fabriquer du ketchup, pour fabriquer des cuillères, pour fabriquer des clous. Mais aujourd'hui, les jeunes Sénégalais, malheureusement, préfèrent prendre 5 millions pour aller en Espagne plutôt que d'être accompagnés avec 5 millions. Il a une unité qui lui permet de fabriquer ses clous, de fabriquer ses chaussures et d'aller les vendre à Sandaga plutôt que de l'importer de l'extérieur. Donc nous pensons que cette économie extravertie, nous pensons qu'il faut toujours vendre ce que l'autre a produit, c'est une question naturellement... De patriotisme même. Bon, je pense qu'ils sont tous patriotes, mais je crois que c'est un accompagnement. L'État aussi a un rôle sur cette question-là. Maintenant, donc ce serait vraiment le e-commerce, rapidement, avant de donner la parole à mes confrères. Oui, le e-commerce, bon, évidemment, ça pose la question de l'économie numérique dans nos pays et sur lequel, justement, le Sénégal a du retard. Nous devons pouvoir transformer notre pays, justement, en plateforme de commerce électronique, non seulement pour le e-commerce, mais également pour l'ensemble du commerce de services. Le Sénégal devrait être capable, aujourd'hui, que le président Obama sera là dans 2 jours, devrait être capable de pouvoir sous-traiter un ensemble d'activités. Mais disons, à la diffusion de l'émission, il nous dira déjà bye-bye. Voilà, donc ça nous devons être capables de le faire. Le Sénégal est dans une position géographique qui lui permet justement d'être un acteur majeur. Nous avons aujourd'hui une société de télécommunications, en l'occurrence la Sonatel, Tigo et les autres qui font un excellent travail. Donc le Sénégal a une plateforme télécommunication extrêmement intéressante. Là aussi, c'est un chantier dans lequel nous sommes en train de travailler pour que le Sénégal puisse exploiter pleinement le potentiel des nouvelles technologies. Très bien. Alors, la parole au confrère Baïdam de Réussir Mandiaye Thioban de Nouvel Horizon. La parole à qui? Vous êtes le doyen, un peu plus âgé. Bon, allez-y. Merci, monsieur le ministre. Ma question, je disais tout à l'heure qu'elle est relative à une légère contradiction. Je voyais entre les importations qui... au niveau du court terme et un peu les investissements pour le long terme.
Au niveau du court terme, comme je vous ai dit, l'État gagne beaucoup en termes de fiscalité de porte, en termes de fiscalité indirecte, et ça règle les problèmes de manière urgente. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure d'investissement, donc sur le long terme, au niveau des produits stratégiques comme le riz, le sucre, bon, peut-être les produits laitiers également. Mais pour ça également, l'État doit accompagner, à mon avis, ces investisseurs-là. Est-ce que vous avez mis ce qu'il faudrait pour que vraiment ceux qui ont les moyens puissent se convertir aujourd'hui en investisseurs et moins en importateurs? Oui. Absolument. Vous savez, il y a tout l'environnement économique, un travail qui est confié aujourd'hui par la PISC. Pour faire du Sénégal une destination privilégiée, naturellement, concourt à cet objectif-là. Je vous donne simplement un exemple. Regardez l'idée des entreprises franches d'exportation. Ou si vous, en tant qu'investisseur, vous venez vous prouver que vous avez la capacité d'exporter 80% de vos produits, vous avez des facilités sur le plan fiscal, sur le plan de l'accompagnement. Ça, c'est un élément très, très important. Regardez le travail qui est fait par l'ACEPEX, l'Agence sénégalaise de promotion de l'exportation. Vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous avez un produit de valeur, comme par exemple la cosmétique. Nous avons une entreprise sénégalaise très dynamique dans le domaine de la cosmétique qui vend au Japon, en France, au Canada. Ils sont accompagnés aux salons internationaux. Regardez également les fonds qui sont mis en place par le président de la République, le fonds GIB, le fonds 6 et la BNDE qui sera bien mis en place. Toutes ces entreprises-là, tous ces fonds sont mis en place pour accompagner justement les petites et moyennes entreprises pour l'accès au financement. Nous avons discuté par exemple ce matin avec l'Union européenne dans le cadre du 11e FED, où nous allons accompagner massivement les activités de commerce. Nous sommes en train de travailler également avec l'AFD sur le bureau de mise à niveau, où nous avons, vous savez, 10 milliards qui ont été consacrés à l'accompagnement des entreprises. Nous allons abaisser les critères de sélection pour que les petites et moyennes entreprises, dont j'ai parlé tout à l'heure, de fabrication de produits que nous importons, puissent être accompagnées, accéder au financement et produire, parce qu'il faut qu'on arrive à substituer les importations par une production locale d'un certain nombre de produits. Donc ce travail-là existe. Aujourd'hui, un entrepreneur sénégalais... perte de recettes fiscales, vous êtes prêt à l'assumer, pas de problème. Non, mais Mamadou, c'est même pas une perte, parce que quand vous avez une entreprise qui est créée, l'entreprise, non seulement elle emploie, donc elle verse de la valeur, mais également elle paye des impôts. On est bien évidemment, donc ça, c'est un appel que nous lançons, et je lance vraiment un appel encore une fois à tous les investisseurs, à tous, bien sûr, internationaux. Je reviens d'une mission du Canada où, au mois de septembre, une mission d'une trentaine d'entrepreneurs canadiens viendront au Sénégal pour prospecter le marché sénégalais. Parce que, Mamadou, je rappelle quand même que le Sénégal, non seulement, bien sûr, c'est un petit pays, mais c'est une porte d'entrée dans le marché de l'UEMOA, dans le marché de la CEDEAO. Et je dois dire, pour féliciter les entreprises sénégalaises, dans le marché, par exemple, les exportations sénégalaises, les 1100 milliards d'exportations, la moitié, c'est-à-dire 500 milliards, sont faites au niveau de la CEDEAO. Et nous sommes excédentaires. Autrement dit, nous avons un excédent commercial au niveau de la CEDEAO. N'eût été les 250 milliards d'importation de pétrole brut du Nigeria, le Sénégal aurait eu un excédent commercial de plus de 350 milliards au niveau de l'espace de l'UEMOA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des investisseurs, des entrepreneurs sénégalais qui sont sur le marché, qui travaillent bien. Et nous avons des commerçants aussi, de très bons vendeurs, qui vont sur les marchés et qui vendent très très bien. Malheureusement, nous avons encore de grands déficits avec les États-Unis et l'Europe, parce que tout simplement, nous importons beaucoup de produits que nous ne fabriquons pas, comme les véhicules, comme le gros matériel. Ouais, donc, mais pour ça, les États-Unis vous offrent l'opportunité de l'AGOA. Vous n'en avez pas suffisamment profité. Oui, ça, vraiment, l'AGOA, c'est des résultats très, très mitigés. Aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 300 millions d'importations des États-Unis et pratiquement moins de 2 milliards du Sénégal vers les États-Unis. Donc, c'est très, très faible. Il faut le reconnaître. Mais s'il y a un certain nombre de facteurs, peut-être, si le temps le permet, on peut en parler. Allez-y. Quelques facteurs. Oui, quelques facteurs. D'abord, la faiblesse de l'offre. Vous savez, quand les Américains viennent commander au Sénégal, en Afrique, ils commandent des centaines, voire des milliers de conteneurs. Aujourd'hui, pour trouver un conteneur, une entreprise sénégalaise, je pense simplement des produits traditionnels comme le couscous ou comme le tchakri qui est acheté par les Sénégalais ou les Noirs américains qui sont aux États-Unis. S'ils veulent commander, ils vont commander des conteneurs qu'une entreprise, une petite PME sénégalaise n'a pas. Donc, un problème de capacité. Mais aussi, il y a des difficultés également au niveau de la qualité. Certification des produits. Et ce travail-là également, d'ailleurs, l'ACEPEX et la DPME font un travail remarquable pour accompagner les entreprises vers la certification. Donc, il y a aujourd'hui un ensemble de travaux structurels. Il y a aussi la cherté du fret entre les États-Unis et le Sénégal. Il y a le fait qu'il n'y a pas pratiquement de cargo entre le Sénégal et les États-Unis. Par exemple, si on devait vendre des fleurs, le travail que fait le Kenya aujourd'hui aux États-Unis sur comment on appelle, les produits horticoles est un travail remarquable. Aujourd'hui, donc, il y a tout un ensemble donc, de déficits structurels. Et d'ailleurs, c'est des sujets qui seront évoqués entre les deux chefs d'État. No problème, Barack Obama va régler les deux chefs d'État vont... Il paraît que c'est un messie qui règle tous les problèmes. Baïdam. Donc, voilà. Une autre question avant de passer la parole à Mandiaï. La deuxième question, elle est relative à la stratégie des exportations.
Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de votre ministère, vous avez un certain nombre de produits phares que vous voulez promouvoir sur les marchés internationaux, en dehors des produits classiques, hein, comme les phosphates, les produits arachides et autres? Oui, nous avons une agence dont c'est le rôle de promouvoir les exportations au Sénégal. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'agence sénégalaise de promotion des exportations, la CEPEX, dont le directeur général d'ailleurs est ici. Mais le Sénégal, si vous regardez ses exportations, aujourd'hui le Sénégal est exportateur de ciment. Le Sénégal est exportateur de produits pétroliers. Je rappelle, entre parenthèses, que le Mali, c'est notre tout premier client en exportation, plus de 150 milliards. Et d'ailleurs, la situation du Mali, l'apaisement de la situation du Mali concourra vraiment à augmenter le niveau des exportations du Sénégal. Mais c'est également, parce qu'il y a des produits quand même sur lesquels le Sénégal a une véritable capacité. C'est également les produits halieutiques, c'est aussi les fruits et légumes. Il y a un effort très important à faire pour augmenter le volume. Parce que le Sénégal aujourd'hui fait des résultats dans les produits horticoles, mais c'est encore très insuffisant. Aujourd'hui, je donne un exemple connu, qui est la mangue sénégalaise. Elle est concurrencée par la mangue venant d'Amérique latine. Si vous allez aujourd'hui au marché de Rungis à Paris, certains produits, comme les produits halieutiques, le Sénégal a perdu des parts de marché, également sur les produits horticoles. Ouais. Et parmi les missions de la CEPEX, justement, d'aller vers ces marchés-là, d'aller rencontrer ces acheteurs pour pouvoir justement reprendre les parts de marché du Sénégal. Et je dois dire, si nous prenons par exemple... Ce sera très difficile. Oui, je dois dire si... Dans un monde très concurrentiel... L'un des tout produits d'ailleurs sur lesquels le Sénégal était très bon, qui étaient donc les produits halieutiques, c'est-à-dire la pêche, mais qui est presque morte. Mais vous savez, les licences qu'il y avait, où on avait donné vraiment des autorisations à des bateaux, j'allais dire des bateaux mouroirs, de ravager vraiment toutes nos côtes, le président a arrêté ces éléments. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire le capital halieutique du Sénégal, et ça nous permettra également d'augmenter les exportations. Donc nous avons vraiment beaucoup de variétés. Maintenant, juste un mot sur certains produits quand même nouveaux sur lesquels nous n'avons pas encore fait beaucoup d'efforts et sur lesquels nous avons beaucoup de marge de manœuvre. J'ai parlé tout à l'heure des huiles essentielles. Vous allez aujourd'hui en Casamance, Mamadou Ibra, vous avez là-bas des plantes pour les huiles essentielles. Or, le marché des huiles essentielles sur le marché mondial, c'est 60 milliards par an. 60 milliards de dollars par an. Donc les huiles essentielles, nous avons de très grosses parts. Nous avons, j'ai dit tout à l'heure, sur l'anacarde, 60 000 tonnes. Nous exportons très peu. Aujourd'hui, c'est 22 milliards qui sont achetés dans la région de Ziguinchor chaque année sur l'anacarde. Mais est-ce que vous voyez le résultat? Donc, il y a aujourd'hui une question d'organisation à faire dans ces filières très porteuses et sur lesquelles le Sénégal, j'ai parlé de nouvelles technologies également, sur lesquelles nous pouvons faire des choses extrêmement intéressantes. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons encore des handicaps. Mandiaye Thioban, de Nouvel Horizon. Merci Mamadou pour l'invitation. Moi, j'ai deux questions à poser à monsieur le ministre Aliou Sarr. La première, un peu en rapport avec la question de la balance commerciale et surtout l'importation d'un produit comme le riz. Si j'ai bien suivi M. Sarr, il a utilisé plusieurs fois le verbe produire pour inverser la tendance. Produire du riz, produire d'autres spéculations pour inverser la tendance. Mais si on sent une certaine détermination dans l'utilisation de ce verbe-là, on n'a pas senti, c'est-à-dire la force de proposition. Comment produire? Parce que si on prend l'exemple du riz, il a tantôt évoqué le fait qu'il y a une production locale de 200 000 tonnes aujourd'hui. Mais ce riz local-là, ces 200 000 tonnes-là, même si aujourd'hui ne satisfait pas la demande nationale, les Sénégalais quand même n'ont pas accès. Ils ne sentent pas cette production. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance dans ce sens-là? Oui. Première question. Oui, sur le riz, effectivement, la production, quand je prends le bassin de l'Anambé et également la vallée, ce riz, 200 000 tonnes, est produit par, bien sûr, les producteurs, mais aussi vous avez des transformateurs du riz. Le riz pas dit transformé pour que ça soit le riz consommable. Nous avons aujourd'hui 5 entreprises dont les 4 ont de grandes difficultés. Et le gouvernement a mis en place un programme de mise à niveau pour que ces entreprises-là puissent être mises à niveau pour pouvoir justement transformer ce riz-là. Mais il y a également le problème d'accès des infrastructures. Et vous savez, les conseils interministériels que nous avons faits à Kolda et dans le Nord, parmi les gros investissements, c'est la mise en place de pistes de production permet justement à ce que cette production-là puisse accéder au niveau donc des marchés. Selon quel chronogramme, parce que c'est toujours beau de dire, mais sur le PTP, chronogramme. Oui, sur le programme triangle d'investissement, donc sur les 3 ans qui viennent, donc il y a aujourd'hui un vaste chantier, aussi bien à Tambacounda, où vous avez les bananeries, on n'en a pas parlé, mais vous savez, il y a des bananeries de Tambacounda. Le Sénégal importe 200 000 tonnes de bananes et nous avons malheureusement des bananes qui ne sont pas produites. Donc l'accès, pour le riz, l'accès donc à la production, la Sodagri aujourd'hui, qui déménage même à Kolda, son rôle justement de pouvoir aménager le maximum de surface pour justement arriver à cette production. Donc nous avons le problème donc des infrastructures, nous avons effectivement le problème donc des intrants, comme l'énergie, parce que vous savez aussi nous sommes dans un vaste chantier de
on va dire, de mise en place des plateformes énergétiques permettant justement à ce que nos agriculteurs puissent avoir de l'énergie à un prix compétitif, mais également le matériel agricole. Et le gouvernement a engagé un chantier de 5000 tracteurs avec le Brésil pour pouvoir justement équiper les agriculteurs sénégalais dans la production donc, de ces denrées-là, dont le riz et dans d'autres produits. Mandiaye. Est-ce que d'ici 2018, on peut avoir l'assurance que tous ces problèmes que vous venez de soulever seront réglés? Maintenant, là, je pense directement à la deuxième question, un peu en rapport avec la filière du fer, parce que ça a quand même occupé le débat, voilà, la ferraille. C'est une filière, aujourd'hui, on se félicite de l'existence d'une société, d'une entreprise qui s'active dans ce sens-là, pour créer un peu de la valeur ajoutée, mais au bout, il y a quand même les ferrailleurs, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la collecte, et donc qui produisent la matière première. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que ces acteurs-là puissent vraiment se sentir dans cette filière-là du fer? Sur le riz, le gouvernement va tout faire pour justement atteindre cet objectif d'1 million de tonnes de riz en 2018. Évidemment, le 1 million de tonnes de riz, quoi? Paddy? Non, de riz. Oui, parce que le paddy, c'est... Oui, bien sûr, les transformés. Donc, le gouvernement fera tout. C'est la mission assignée au ministère de l'Agriculture et naturellement, ils y travaillent. Je pense qu'ils y travaillent. Parce que ça, il y a aussi des questions de financement également qu'il faudra résoudre. Donc, le gouvernement fera tout. Maintenant, concernant la filière du fer, comme vous l'avez dit, je crois qu'il faut comprendre clairement que le gouvernement accompagne et les ferrailleurs et l'industriel. Et je vais revenir sur les 5 points qui constituaient les points de blocage avec les ferrailleurs. Quand j'ai pris en charge ce ministère, j'ai commencé par rencontrer tous les ferrailleurs. Ils ont un syndicat, le syndicat national des ferrailleurs, broncanteurs et recycleurs du Sénégal, qui est dirigé par le secrétaire général Mauloud Diakhaté, le porte-parole Aliou Faye. Je me suis renseigné au ministère de l'Intérieur pour vérifier est-ce qu'il y a un autre syndicat de ferrailleurs. On m'a dit non, c'est le seul. Ce syndicat est affilié à la CNTS de Modou Guiro. Je les ai rencontrés 2 ou 3 fois. Dont l'une en présence de Modou Guiro. Au préalable, tous les 15 jours, le directeur de l'industrie les a rencontrés. Et la seule question que je vais à leur poser lors de la première rencontre, c'est quels sont vos problèmes, quelles sont vos difficultés si nous introduisons l'exportation de la ferraille. Ils m'en ont cité 5. La première difficulté, Mamadou Ibra, c'était qu'ils ont un problème de préfinancement parce que je ne vais pas citer de nom pour éviter d'avoir des problèmes diplomatiques. Mais ceux qui achètent leur ferraille les préfinancent. Bon, je dis, bon, d'accord. Vous avez besoin de combien? 50 millions, etc. Ils ont dit 100 millions. On a trouvé les 100 millions pour vraiment aller très vite. Deuxième difficulté qu'ils avaient, quand on a pris la décision, ils avaient des conteneurs bloqués au port. Ils avaient besoin qu'elles soient débloquées pour les exporter en attendant. Il y en avait combien? 69. Je les ai débloqués. Troisième élément, le prix. Je les ai demandé à combien vous vendiez à l'international pendant vos exportations. Nous avons pris les chiffres de l'Agence nationale des statistiques sur les 3 dernières années, en regardant qu'est-ce qui a été exporté sur la ferraille. Nous avons pris le prix moyen qui était autour de 101 000, 100 000, 99 000, 101 000. Nous avons mis 25 francs, donc au lieu de vendre à 101 000, 125 000 francs la tonne de la ferraille lourde, parce qu'il y a 2 ferrailles. Ferraille lourde, 125 000 tonnes, et l'autre aussi ferraille légère. On a fait la même chose, c'est autour de 90 000, on a fait à 95 000 tonnes, donc pour le prix. Troisième élément, ils me disent, le Chinois, c'est en fait la compagnie en question, ne peut pas acheter la totalité de la ferraille, parce qu'il y a 15 000 tonnes collectées, et lui, il peut consommer que 3 000 tonnes. J'ai appelé donc la compagnie, en présence de mes équipes, en leur disant, êtes-vous capable d'acheter les 15 000 tonnes? Il me dit, oui, nous sommes capables de l'acheter. Je dis, vous le signez, vous engagez par écrit. L'entreprise a écrit au gouvernement du Sénégal pour dire toute ferraille qui lui sera présentée, il va l'acheter dans les conditions qui ont été définies. C'est des Chinois? C'est une compagnie chinoise. Vous les avez nommés? Oui, c'est une compagnie chinoise qui a investi 7 milliards. Donc la totalité de la ferraille est achetée par ces gens-là. Le financement, c'était 100 millions. Cette compagnie a mis 100 millions pour préfinancer. Donc, l'ensemble des questions qui ont été évoquées. Ensuite, le dernier point, c'était le problème de réorganisation. Avec la stratégie de croissance accélérée, nous avons dégagé à peu près 180 millions pour leur permettre d'organiser en GIE, de pouvoir accéder à des financements. Et ça a fait l'objet d'un protocole d'accord qui leur a été remis. Juste un mot pour finir sur ça parce que c'est important que les Sénégalais comprennent. Et surtout de nous dire, quand un État quand même s'implique dans un truc comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est attendu. Il faudra nous le dire au bout de votre raisonnement. Donc, cela a fait l'objet d'un conseil interministériel autour du Premier ministre, du ministre du Budget, de la douane et de l'ensemble des services publics que le gouvernement a pris ce dossier-là très au sérieux. Ça a fait l'objet d'un protocole d'accord que nous avons acté par un protocole d'accord que nous nous avons remis lors d'une conférence publique. D'ailleurs, la TFM était sur place.
Et ils m'ont demandé ce jour-là, donc, de donner quelques jours, le temps de voir leur base, discuter avec eux. 2 semaines, 3 semaines après, le groupe, c'est-à-dire ceux qui ont les magasins, écrivent pour dire qu'ils sont d'accord. Les autres n'étaient pas encore d'accord, mais en résumé, 1 mois plus tard, le seul syndicat dont j'ai parlé, dirigé par Maoulou Diakhaté, le regroupement des ferrailles dirigé par Maoudou Pen, ont écrit pour dire qu'ils souhaitent rencontrer le ministre et signer le protocole d'accord. Et on l'a fait lors de rencontre publique. Très bien. Quel est l'enjeu autour de la ferraille? Voilà, justement, juste un mot. Parce qu'on est au terme de pour dire simplement que les structures organisées qui regroupent les ferrailles ont été réunies par le gouvernement, rencontrées et ils ont signé ce protocole. Et j'ai dit ici, dans cette émission, que toute ferraille collectée, l'entreprise s'est engagée à l'acheter. Et s'il y a la moindre difficulté dessus, ils n'ont qu'à saisir le gouvernement qui va prendre les dispositions. Maintenant, pour revenir à votre question, Mahmoud Ibra, quel est l'enjeu? Mais j'ai dit tout à l'heure que le Sénégal importe chaque année 300 000 tonnes de fer. D'accord. Fabriquées par la fonte de la ferraille. 300 000 tonnes de fer, c'est 150 milliards. La tonne de fer, Mahmoud Ibra, quand vous construisez votre maison, la tonne de fer coûte, importée, elle coûte 500 000 francs. Fabriquée au Sénégal, elle coûte 400 000 francs. Mais c'est le choix économique, parce que quand vous avez parlé de stratégie, mais un gouvernement également doit définir des stratégies. Deuxièmement, et puis, élément également important, Mahmoud Ibra, des questions de sécurité publique. Vous avez tous vu ceux qui ont été arrêtés récemment, qui ont coupé des fers de la Sonatel et de la Sénélec. Vous avez vu également des poteaux qui sont démontés. C'est une question également de sécurité publique. C'est une question de traçabilité, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Traçabilité de la ferraille. Aujourd'hui, toute la sous-région a procédé exactement à la même chose que le Sénégal. Et dernier élément, Mahmoud Ibra, si nous voulons créer des emplois au Sénégal, puisque celui qui achète la ferraille chez lui, c'est pour fabriquer des ustensiles, fabriquer des véhicules, pour créer de la valeur ajoutée chez lui. Et j'invite vraiment cette jeunesse sénégalaise qui est dans le secteur de la ferraille, pour lui dire d'abord, s'ils ont des conteneurs de ferraille, qu'ils les amènent à la Someta, qui est tenue de les acheter. Deuxièmement, nous avons décidé de les accompagner pour qu'ils puissent, eux, être dans le secteur de la création de l'industrie. Et je dois rappeler... Et ils seront en mesure de fournir le marché. Mais absolument, et j'oublie même un élément qui est très important. La Someta s'est engagée à céder 49% de son capital aux ferrailleurs, alors qu'ils ont investi 7 milliards. Et d'ailleurs, il y a trois autres Sénégalais qui vont investir dans le secteur de la ferraille dans les prochaines années. Nous avons des dossiers aujourd'hui de création d'unités métallurgiques au Sénégal qui vont également travailler. Donc, c'est un dossier vraiment que nous gérons avec beaucoup de sérénité, en disant que c'est l'international qui nous a guidés. Nous sommes au terme de cette émission. 2 petites questions. Merci à Mandiaye Thioban, merci à Baïda Mouad. La première... c'est le mois de Ramadan qui se pointe à l'horizon. Pouvez-vous regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire qu'il n'y aura pas de pénurie pendant cette période sensible? Les yeux, c'est ici ou là? Regardez où vous voulez. Bon, Mahmoud Ibra, j'ai dit aux Sénégalaises et aux Sénégalais, nous avons 65 000 tonnes de sucre. Pas seulement le sucre. Non, mais... Il n'y aura pas de pénurie. Mais absolument pas. Pour les denrées de base. Non, ni le sucre, ni le riz, ni l'huile, nous avons l'ensemble des éléments de stock. Il y a le gaz aussi. Bien sûr. Mais j'invite simplement à ce que tous les acteurs économiques jouent le jeu. Les industriels, les commerçants, les importateurs, parce que le gouvernement veillera à ce que le consommateur sénégalais ne soit pas privé de ses denrées de première nécessité. Question politique. Aux responsables des cadres de l'AFP, le président de la République a dit au cours d'une rencontre avec le M23 que pour le mandat du président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence M. Moustapha Niasse, votre leader, les 5 ans, ce ne sera pas pour cette législature. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je répondrai plutôt par rapport au mandat, parce que je ne vais pas faire langue de bois, mais je n'ai pas polémiqué avec un discours fait par le chef de l'État. Ce que je veux dire simplement sur le mandat, c'est qu'il y a une mission qui a été confiée au président Amadou Mahtar Mbow, qui doit travailler sur la question, qui doit faire des propositions. L'AFP, tout le monde sait que l'AFP n'a pas peur de ses positions politiques. Nous avons mené le combat contre Abdoulaye pendant 10 ans, donc nous savons très bien les Sénégalais connaissent nos convictions. Nous avons participé aux assises nationales. D'accord. Nous avons nos convictions pour la durée de mandat, aussi bien pour le président que le président de l'Assemblée nationale. Ces questions-là sont des questions publiques sur lesquelles je pense que les Sénégalais nous connaissent suffisamment bien. Maintenant, ce que nous faisons... pour le président de l'Assemblée nationale. C'est ça la position de votre parti? Voilà, absolument. Mais Mamadou Ibra, par contre, l'AFP ne fera pas. L'AFP n'entraînera aucune polémique qui va fragiliser le gouvernement dans lequel il joue un rôle important. Donc, merci. Naturellement, ces questions-là, vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel. Juste un clin d'œil à notre confrère Amadou Gaye. Malheureusement, il n'aura pas la parole. Amadou, à la fin, passez voir Ibrahima Dieng, le directeur commercial marketing, pour cette publicité. Et puis, merci à nos étudiants de l'IAM et de l'UCAD. Vous pouvez vous applaudir. Merci. Prochain rendez-vous dans un mois. Bonsoir chez vous.